Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette visite de laboratoire virtuelle organisée par la Fondation contre le cancer. Notre fondation est, grâce à la générosité de ses donateurs, l'un des plus importants financeurs belges de la recherche académique, c'est-à-dire la recherche qui se déroule dans les universités. Nous agissons de façon totalement indépendante de l'industrie pharmaceutique et tous les projets de recherche que nous soutenons sont sélectionnés par des conseils scientifiques indépendants. Vous allez découvrir aujourd'hui les travaux d'une équipe de recherche fondamentale qui vise à mieux comprendre les mécanismes de nos défenses immunitaires. Vous le savez, dans notre corps, toute une série de cellules nous protègent contre les infections et les virus venant de l'extérieur, mais aussi contre les cellules anormales qui se développeraient dans notre corps, comme les cellules cancéreuses. On cherche donc depuis longtemps à mieux comprendre comment les cancers arrivent à échapper à ces mécanismes de défense immunitaire. L'immunothérapie, c'est-à-dire la stimulation des défenses immunitaires dans la lutte contre le cancer, a fait déjà d'énormes progrès ces dernières années. Mais une grande question demeure. Pourquoi ces traitements, qui sont tellement efficaces chez certains patients, ne fonctionnent-ils pas chez tous les patients? La réponse est certainement dans le fait que nous n'avons pas encore tout compris des mécanismes de défense immunitaire et des interactions entre cellules immunitaires et cellules cancéreuses. Les travaux du professeur Sophie Lucas portent précisément sur ces interactions entre cellules cancéreuses et certaines cellules immunitaires, appelées lymphocytes T régulateurs. Cette équipe de recherche a pu identifier un mécanisme par lequel les lymphocytes T régulateurs freinent la réponse immunitaire dirigée contre les cellules cancéreuses au lieu de l'activer. Sur base de cette découverte, l'équipe du professeur Lucas teste actuellement un nouveau médicament potentiel qui pourrait à terme lever ce blocage et donc à terme s'intégrer dans les traitements du cancer. Vous aurez l'occasion de mieux comprendre le caractère complexe de ces recherches et de voir à quoi votre générosité de donateur est utilisée par la Fondation contre le cancer, ce qui me donne aussi l'occasion de vous remercier une fois encore de votre soutien. Je vous souhaite une belle visite et n'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Je dirige un groupe de recherche qui travaille dans le domaine de l'immunothérapie du cancer. Alors l'immunothérapie du cancer, c'est une approche de traitement assez révolutionnaire du cancer. Nous sommes ici au sein de l'Institut de Duve. 250 chercheurs travaillent ici à l'Institut de Duve, mais pas tous dans le domaine du cancer. Plusieurs groupes, cela dit, travaillent en immunothérapie du cancer, pour des raisons essentiellement historiques. C'est ici, dans les années 80-90, que les bases scientifiques de l'immunothérapie du cancer ont en fait été découvertes. Alors je vous invite maintenant, si vous voulez, à aller visiter mon laboratoire. Je vais vous expliquer ce que c'est que l'immunothérapie du cancer et ce qu'on fait plus précisément chez moi. Venez. Alors on sait depuis de nombreuses années que quand une tumeur se développe, elle est accompagnée par des cellules du système immunitaire, des globules blancs qui infiltrent la tumeur en même temps. Des globules blancs accompagnent le cancer, elles infiltrent les masses tumorales et elles sont capables de détruire les cellules tumorales. Eh bien, l'immunothérapie du cancer, c'est une alternative aux thérapies conventionnelles qui cible directement les cellules immunitaires. L'objectif de l'immunothérapie, c'est de booster, de relancer l'activité antitumorale des globules blancs qui sont capables de détruire les cellules tumorales. Alors, l'immunothérapie, comment ça marche? Eh bien, grâce aux travaux qui ont été faits ici par des chercheurs belges qui m'ont précédé, dont Thierry Beaune, on sait que les cellules d'une tumeur portent à leur surface des antigènes qui les distinguent des cellules normales. Des antigènes, c'est comme des petits drapeaux à la surface des cellules tumorales. Alors, ces antigènes, ils peuvent être reconnus par les cellules immunitaires dont nous parlions, qu'on appelle des lymphocytes T. Et les lymphocytes T, que vous voyez ici, ils ont des propriétés très intéressantes. Ils sont dits cytolytiques. Ça veut dire qu'ils peuvent détruire, tuer les cellules qui portent les antigènes qu'ils reconnaissent. Ainsi, des lymphocytes T antitumoraux peuvent éliminer les cellules tumorales.
Malheureusement, ce phénomène ne se produit pas ou plus assez chez les patients dont la tumeur progresse. Les lymphocytes T antitumoraux sont devenus progressivement paralysés. Alors on sait aujourd'hui pourquoi les lymphocytes T antitumoraux finissent par devenir paralysés, c'est parce qu'ils font apparaître à leur surface des récepteurs inhibiteurs qui vont bloquer leur fonction cytolytique. On parle d'immunosuppression. Alors, l'immunothérapie du cancer, elle consiste à manipuler tout ce système. Restaurer, rebooster les lymphocytes T antitumoraux et les faire sortir de leur paralysie. Et plusieurs approches sont possibles. Vous avez entendu parler des vaccins contre le cancer ou des CAR T-cells, très célèbres. Mais une forme d'immunothérapie marche vraiment bien. Ce sont les anticorps immunostimulants. Ces anticorps sont des médicaments qui vont aller bloquer les récepteurs inhibiteurs des lymphocytes T. Plus d'immunosuppression, eh bien les lymphocytes antitumoraux sont boostés, ils retrouvent leur fonction. Ce sont ces médicaments qui ont provoqué la véritable révolution en oncologie. Et d'ailleurs, leurs inventeurs ont reçu le prix Nobel pour leur découverte en 2018. Donc, l'immunothérapie du cancer, quelle que soit sa forme, elle vise à stimuler, à booster les lymphocytes T antitumoraux pour qu'ils se remettent à éliminer efficacement les cellules tumorales. Alors, le problème, c'est quoi ? C'est qu'une majorité des patients atteints de cancer, en fait, ne répondent pas à ces approches d'immunothérapie, pourtant toutes nouvelles. Et nous devons comprendre pourquoi. Et surtout, nous devons chercher à trouver des alternatives. Et c'est ce que nous faisons dans notre laboratoire. Donc nous, on s'intéresse aux Treg. Les Treg, c'est des cellules immunitaires aussi, mais qui bloquent, qui paralysent les lymphocytes T antitumoraux. Ils jouent un rôle en plus des récepteurs inhibiteurs. Nous avons découvert comment les Treg paralysent les lymphocytes T. Les Treg portent à leur surface une molécule qui s'appelle GARP. C'est la molécule qui est représentée en rouge ici et elle a une forme de fer à cheval. Alors GARP lie une autre molécule, le TGF-bêta. Son nom n'a pas beaucoup d'importance, mais ce qui est important, c'est de savoir que ce TGF-bêta est un messager du Treg, un messager paralysant. Mais il est emprisonné. Il est emprisonné dans cette camisole de force grise, et pour être libéré de la surface des Treg, il faut qu'une autre molécule intervienne, une molécule complice, et qui libère le TGF-bêta mature de GARP. Et dans ce cas-là, ce messager paralysant peut aller bloquer les lymphocytes T antitumoraux. Nous, ce qu'on a développé, c'est un anticorps monoclonal qui va aller se fixer à GARP et au TGF et qui va coller, engluer ces molécules les unes aux autres. De sorte à ce que quand le complice de GARP tire sur l'échafaudage, eh bien, l'anticorps empêche le messager d'être libéré. Si le messager paralysant ne peut pas être libéré, eh bien les lymphocytes antitumoraux, ceux qui sont supposés éliminer la tumeur, ne sont plus bloqués. On a donc un outil qui nous permet de bloquer les Treg et les empêcher de paralyser les autres lymphocytes T antitumoraux. Alors cet outil, on peut l'utiliser, on espère pouvoir l'utiliser chez les patients comme un nouveau médicament. Pas mal des travaux dont nous avons parlé ont été effectués par des étudiants qui ont été financés par la Fondation contre le cancer. Alors certains sont partis à l'étranger, en Angleterre par exemple, d'autres ont continué leur carrière dans l'industrie, mais certains sont toujours là. Mes travaux de recherche ont permis de démontrer, en utilisant des modèles chez la souris, que les anticorps anti-GARP étaient capables d'aider le système immunitaire à éliminer les tumeurs. Alors on a pu combiner en fait notre anticorps avec un traitement qui est déjà utilisé en routine en clinique et on a pu montrer que la combinaison des deux traitements donnait un effet meilleur que le traitement utilisé en clinique actuellement tout seul. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est capable d'augmenter les réponses immunitaires contre la tumeur avec nos traitements. Ces résultats très intéressants ont permis à une firme pharmaceutique de s'intéresser à nos travaux de recherche et de lancer une phase clinique chez les patients atteints de cancer et on attend maintenant les résultats avec impatience. Alors concrètement, mon rôle dans l'équipe est de préparer le terrain en vue des essais cliniques. Concrètement, en utilisant la microscopie à fluorescence et des logiciels d'analyse informatique, je cherche à identifier les différents types
de cellules qui expriment la protéine GARP au sein même de différents types de tumeurs. Alors c'est assez difficile, mais on commence à avoir des premiers résultats et on espère pouvoir identifier, ou en tout cas peut-être prédire, les différents types de patients qui pourraient être à même de bénéficier de notre médicament. Après, dans les essais cliniques, il sera fondamental de suivre les patients pendant le traitement et après le traitement. Et si on observe un effet positif de notre médicament, il faudra alors, et ce sera très important pour nous, comprendre quels sont les mécanismes d'action de ce médicament sur la tumeur. Mon moteur et ma motivation pour faire ce travail de chercheur, c'est d'assouvir ma curiosité. J'ai envie de comprendre comment les réponses immunitaires fonctionnent contre le cancer et surtout de comprendre pourquoi elles ne fonctionnent pas chez tout le monde. Mon rêve, mon espoir pour demain, c'est de développer des nouveaux médicaments contre le cancer qui pourraient aider les patients qui ne répondent pas aux immunothérapies disponibles aujourd'hui. Donc effectivement, nos travaux commencent à un niveau très fondamental. Nous scrutons les cellules et les molécules de tout près pour comprendre comment elles agissent. Après seulement, nous nous dirigeons vers des applications potentielles. On développe des outils qui, si on a beaucoup de chance et qu'on travaille avec beaucoup de soin, d'acharnement et de rigueur, vont peut-être se transformer en des nouveaux médicaments. Alors pour tous ces travaux, nous avons besoin de support et la Fondation contre le cancer fournit le support aux projets que nous proposons qui sont jugés suffisamment intéressants et prometteurs. Et nous avons besoin de ce soutien. Bonsoir et bienvenue à ce webinaire de la Fondation contre le cancer. Alors, c'est la première fois qu'on organise une visite labo virtuelle. On aurait bien voulu évidemment pouvoir organiser cette visite labo comme on l'a fait chaque année en vous rencontrant. Mais malheureusement, pour les raisons de Covid, on a dû faire autrement. Et en contrepartie, on est content parce que ça nous permet finalement d'avoir beaucoup plus de participants. On a eu également beaucoup de questions concernant l'immunité, donc concernant la réponse et la résistance au traitement. Donc, une des premières questions dans ce groupe de questions-là, c'était de combien de temps l'immunothérapie est-elle active? Notamment Fabienne et Anne ont posé cette première question. Alors, c'est une excellente question parce que c'est une des grandes différences de fonctionnement entre les immunothérapies, parce qu'il existe plusieurs sortes d'immunothérapie, et les autres approches de traitement du cancer, comme la chimiothérapie et la radiothérapie. Une des grandes caractéristiques de l'immunothérapie, une des grandes différences de ces thérapies par rapport aux autres, c'est qu'elles agissent très longtemps, de manière durable. Vous savez, généralement, avec la chimiothérapie, la radiothérapie, quand on arrête les traitements, eh bien, le traitement, surtout avec la chimiothérapie, eh bien, le traitement arrête d'agir. Pour l'immunothérapie, l'objectif du traitement est de stimuler les réponses immunitaires à très long terme. C'est un peu le même principe que le fonctionnement des vaccins. Vous vous souvenez, quand on est vacciné contre des maladies infectieuses dans sa petite enfance, eh bien, on est protégé à très long terme. Eh bien, dans le cas des immunothérapies, c'est parfois le même type de réponse extrêmement durable qu'on peut obtenir. Pas toujours, mais parfois. Très bien, merci. Et alors, que faire si on ne répond pas ou on ne répond plus à l'immunothérapie? Ça, c'est une question qu'ont posée Marie-Christine, Chantal, Marc également. Oui, c'est aussi une excellente question, évidemment, parce que la question de la résistance au traitement, elle se pose très souvent pour les approches de traitement du cancer. Alors, on peut distinguer d'abord une série de patients qui ne répondront pas du tout à l'immunothérapie, chez qui on essayera, mais malheureusement, ça ne fonctionnera pas. On va dire que ces patients sont des résistants primaires. Et puis après, on va avoir toute une série de patients chez lesquels l'immunothérapie va fonctionner pendant un certain temps. Dans la plupart des cas, ça va fonctionner assez longtemps, mais parfois également, on peut voir ce qu'on appelle des rechutes et des résistances secondaires qui apparaissent après le début de ce type de traitement. Alors,
qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on cherche des alternatives, on cherche d'autres approches. Et donc, j'en reviens à la nécessité de la recherche clinique, de trouver des nouvelles approches, soit d'immunothérapie, soit d'autres formes de thérapie ciblée, qui pourront être efficaces chez ces patients résistants aux immunothérapies, que ces résistances soient primaires ou secondaires. Merci. Et alors, Viviane se demandait si l'immunothérapie est plus efficace chez les sujets jeunes ou chez les sujets plus âgés. Est-ce qu'il y a une différence par rapport à l'âge des patients? Alors, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est que les immunothérapies, elles ont l'air de marcher très bien, autant chez les patients jeunes que chez les patients âgés. En tout cas, l'âge n'est pas un critère pour déterminer si une immunothérapie pourra fonctionner ou pas. Et donc, on observe des efficacités très intéressantes, y compris chez les patients âgés. Merci. Docteur Van der Stechel, est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose sur ce chapitre? Mais je pense que Sophie a bien insisté sur l'aspect multidisciplinaire de la prise en charge des cancers. Donc l'immunothérapie est venue ces dernières années renforcer fortement l'arsenal thérapeutique dont on disposait déjà. Alors historiquement, il y a bien sûr la chirurgie, la radiothérapie, les chimiothérapies, les traitements ciblés, et on va dire que la dernière génération, la génération actuelle, ça a été le développement des formes modernes d'immunothérapie, et tout le challenge de la recherche clinique, c'est d'essayer de combiner entre elles ces différentes formes de traitement, et c'est aussi une réponse complémentaire qu'on peut apporter à une des questions que vous avez déjà posées, Sophie. C'est OK, quand une approche ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaye de passer à une autre stratégie de traitement, à une autre combinaison de traitement, et donc ça montre l'énorme champ de recherche qui reste dans le domaine de la recherche clinique. Pour revenir à l'immunothérapie, une des questions nombreuses que la recherche clinique est en train d'étudier, c'est à quel moment dans une stratégie de traitement on recourt à l'immunothérapie. Est-ce qu'il faut commencer par l'immunothérapie avant une autre forme de traitement qui pourrait être par exemple une chirurgie? C'est ce qu'on appelle en langage médical un traitement néo-adjuvant. Ou est-ce qu'on attend d'être confronté à une forme plus étendue de la maladie, peut-être après une chimiothérapie, pour passer à l'immunothérapie? Donc tout ça doit s'étudier au cas par cas et c'est en cours. Merci Didier. On a énormément de questions qui rentrent sur le chat. Je ne vais pas pouvoir toutes les prendre, mais bon, par exemple ici, on a André Louis qui demande et si après une immunothérapie, il y a récidive? Eh bien, je répète ma réponse, c'est un des cas de figure qui peut se présenter, donc une résistance au traitement, et ça peut se passer, comme l'a dit Sophie Lucas, quel que soit le type de traitement utilisé. Ça ne se passe évidemment pas chez tous les patients, mais c'est quelque chose qui peut arriver aussi bien après une radiothérapie qu'après une chimiothérapie, qu'en cours de traitement ciblé, qu'en cours d'immunothérapie. Donc, si on constate à un moment donné une résistance au traitement, le traitement en cours ne fonctionne plus, ça oblige à changer la stratégie de traitement et à passer à ce qu'on appelle en langage médical une deuxième ou une troisième ligne de traitement, essayer d'attaquer la tumeur avec des médicaments différents, avec des mécanismes d'action différents pour essayer de récupérer une efficacité dans la lutte contre les cellules cancéreuses. Merci Didier. Alors, troisième question que j'ai ici, elle concerne la modalité et la durée du traitement. On a une série de sous-questions là-dedans, notamment Marie, Jeanne, Claire, Anne ou Patricia qui ont posé des questions sur comment et pendant combien de temps est administrée l'immunothérapie. Alors, je peux peut-être commencer. Didier, vous compléterez peut-être ma réponse, très certainement d'ailleurs. Mais donc, la plupart des immunothérapies actuelles, celles qui marchent pour l'instant de manière démontrée, il y en a des tas qui sont en train d'être testés dans des essais cliniques, mais celles qui fonctionnent dans certains cas de manière démontrée sont souvent à base de médicaments qu'on appelle des anticorps monoclonaux. On les avait dessinés dans la petite vidéo tout à l'heure. Et donc, ces immunothérapies-là, elles doivent être administrées par injection intraveineuse. Elles ne peuvent pas être prises par voie orale. On ne peut pas avaler ces médicaments. Il faut qu'on les injecte par voie intraveineuse.
Mais l'avantage, c'est que les anticorps, donc ces médicaments, persistent dans le sang très très longtemps. On peut ne faire des injections qu'1 à 2 fois par mois, ça suffit. Donc on va à l'hôpital pour recevoir une injection une fois tous les 15 jours ou une fois par mois. Alors le traitement lui-même, c'est-à-dire les injections répétées 1 ou 2 fois par mois, on va devoir le faire pendant plusieurs mois, comme on l'expliquait tout à l'heure, avec la possibilité d'observer des réponses durables qui peuvent même persister après l'arrêt du traitement, mais c'est-à-dire même qui peuvent persister même quand on est obligé d'arrêter le traitement pour d'autres raisons. Mais généralement, ces traitements durent donc quand même plusieurs mois avec une injection à 2 par mois. Merci beaucoup. Donc, on a encore dans ce groupe de questions une question qui est posée par Corinne et Martine, qui est: est-ce que l'immunothérapie est associée à la chimiothérapie? Donc, bon. Oui, donc Didier a déjà répondu partiellement à cette question, enfin partiellement, voire même complètement. C'est de plus en plus souvent le cas. Donc tout au début du développement des immunothérapies, quand on les testait pour les premières fois chez les patients, on était obligé de les tester seuls, enfin pas en association avec aucune autre forme de traitement. Aujourd'hui, il y a toujours des types de cancers qui répondent bien à des immunothérapies administrées seules. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'on a des bénéfices à combiner diverses approches. 2 formes d'immunothérapie différentes, par exemple, des anticorps anti-CTLA4 et des anti-PD1, ou une approche d'immunothérapie avec une autre approche de thérapie plus conventionnelle, comme la chimiothérapie, ou parfois peut-être même la radiothérapie. Et on se rend compte que l'avenir est probablement à ces combinaisons. Donc, il faudra déterminer l'efficacité et le risque de toxicité ajouté à nouveau dans des essais cliniques, à nouveau dans des recherches cliniques à plus ou moins long terme. Chaque combinaison va devoir faire l'objet d'un test, mais l'avenir est très certainement aux combinaisons. Didier, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais… Je suis entièrement d'accord, Sophie, et je vais peut-être élargir un petit peu la piste du futur, parce qu'il y a d'autres axes de recherche très très importants sur les facteurs pronostiques et prédictifs qui aideront justement à anticiper les évolutions dans la résistance de la tumeur et dans le changement de la stratégie de traitement, pour essayer de garder un petit peu ce qu'on entend dire souvent maintenant dans le contexte du Covid, une longueur d'avance sur le virus. Ici, ce sera de garder une longueur d'avance sur l'évolution de la tumeur au traitement actuel et pour changer vraiment au moment le plus opportun la stratégie de traitement, et c'est aussi une autre piste de recherche très importante. J'ajoute que chaque fois qu'il y a une nouvelle famille de traitements qui devient disponible, beaucoup de patients nous posent directement ou indirectement la question: est-ce que ces nouveaux traitements vont remplacer tous les autres? Et comme vous l'avez bien dit, la réponse c'est clairement non. Pour une raison très simple et qu'on oublie souvent, c'est que les cancers, c'est un très grand nombre de maladies différentes. Il peut même dans un type particulier de cancer y avoir toute une série de sous-catégories et de différences d'un patient à l'autre. Donc, l'évolution à laquelle on assiste, c'est exactement le contraire. Comme vous l'avez dit très clairement, les nouveaux traitements viennent élargir la palette de traitements possibles et viennent poser de nouveaux challenges aux chercheurs et aux cliniciens. C'est de comprendre au cas par cas comment on peut les associer de la façon la plus efficace possible. Merci Didier. Il y avait une question auparavant, vous avez partiellement répondu. Martine Plantoir qui se demande si l'immunothérapie est proposée systématiquement par le spécialiste qui a découvert notre cancer ou s'il s'agit d'une démarche personnelle et donc ciblée. Ça n'est certainement… Enfin, le patient peut évidemment toujours poser la question à son médecin: est-ce que l'immunothérapie pourrait être une option dans le cadre de ma maladie, du cancer qu'on m'a diagnostiqué? Mais c'est certain que la proposition d'inclure une immunothérapie dans une stratégie de traitement, ça part d'une réflexion en équipe multidisciplinaire. Ça, c'est peut-être un mot à retenir. C'est un critère fondamental de qualité dans la prise en charge actuelle des cancers, quels qu'ils soient. Il faut être pris en charge par une équipe médicale et paramédicale multidisciplinaire, justement pour que chacun y arrive avec ses compétences particulières sur le plan médical et paramédical, et que ensemble, au cas par cas,
on essaye de déterminer la meilleure stratégie de traitement. Donc que le malade n'hésite pas à poser la question « est-ce que l'immunothérapie pourrait être envisagée dans mon cas ?» Mais la réponse, elle va venir d'une analyse approfondie de son cas particulier par cette équipe multidisciplinaire. Merci Didier. On a encore une question dans ce registre-là qui vient de Nadine. Elle demande si les oncologues sont favorables à ces combinaisons de traitements. Oh, ils sont enthousiastes face à ces combinaisons de traitement parce que c'est ce qui offre les meilleures garanties ou les meilleures possibilités, parce qu'on aimerait bien que ce soit des garanties, mais là j'avance peut-être un petit peu plus vite que la science, les meilleures possibilités d'efficacité. Donc rassurez-vous, les oncologues, ils ne sont certainement pas frileux face à ces nouvelles possibilités. J'imagine, merci. Alors, on a beaucoup de questions sur les effets secondaires également. Donc, il y a Martine, Christine, Noémie, Anne, Marc-André qui ont tous demandé quels sont les effets secondaires de l'immunothérapie. Alors, je vais peut-être commencer. La première réponse très simple, c'est qu'il faut toujours se souvenir qu'il n'y a pas de médicaments sans effets secondaires. Donc, les immunothérapies ont des effets secondaires. Ça, c'est comme tous les autres types de médicaments et particulièrement les médicaments qui sont utilisés en oncologie pour traiter les cancers. Alors, il y a quand même quelque chose qui distingue les immunothérapies des autres approches de traitement du cancer, c'est la nature de ces effets secondaires. Ils sont très, très différents. Si vous vous souvenez de ce que j'ai essayé d'expliquer dans le webinaire, les immunothérapies, elles marchent en stimulant le système immunitaire pour que les cellules immunitaires, à leur tour, rejettent les cellules tumorales. Mais ces immunothérapies, elles stimulent ces cellules immunitaires de manière un peu large, pas toujours de manière spécifique, pas encore, disons, de manière très spécifique. Et donc, on stimule parfois tellement le système immunitaire qu'il finit par se retourner contre les tissus du soi. Et ça provoque ce qu'on appelle des manifestations d'auto-immunité, d'immunité dirigée contre soi. Et donc, les effets secondaires des immunothérapies, quand il y en a, sont souvent de nature auto-immunitaire. Alors, il faut bien faire attention, c'est qu'on n'en a pas chez tous les patients, ces effets auto-immunitaires. On en a souvent chez une petite minorité de patients seulement. Ils sont aussi traitables, c'est-à-dire qu'on peut les prendre en charge, diminuer leur intensité et voire même s'en débarrasser complètement. Mais il est très, très important qu'ils soient identifiés, ces effets auto-immunitaires, pour être pris en charge rapidement. Donc, des effets secondaires, oui. De quelle nature? Plutôt auto-immunitaire, généralement chez une petite proportion de patients, souvent plus supportables, il faut le reconnaître, que les effets secondaires associés à des chimiothérapies, par exemple, mais qui doivent absolument être identifiés tôt et être pris en charge très, très sérieusement. Et vous avez cité la chimiothérapie, Sophie. Souvent, quand on parle d'effets secondaires, les patients comparent à la chimiothérapie parce que, effectivement, c'est une famille de traitements qui donne moins d'effets secondaires aujourd'hui parce qu'on les contrôle mieux. Mais on a cette image du passé de chimiothérapie qui était souvent extrêmement difficile à vivre. Je répète, on a fait de sérieux progrès, y compris dans les chimiothérapies, par un meilleur contrôle des effets secondaires. Ici, l'immunothérapie, les effets secondaires sont plus rares qu'avec la chimiothérapie, mais ils existent. Et la prise en charge très précoce et experte à laquelle vous avez fait allusion est un argument important pour dire que ces immunothérapies doivent être données par des équipes médicales tout à fait habituées à les donner, à les suivre et à traiter les effets secondaires. C'est cette notion de centre d'excellence ou de centre de référence à laquelle on tient beaucoup à la Fondation contre le cancer, où il faut vraiment avoir des équipes multidisciplinaires tout à fait habituées à ces traitements. Et c'est un facteur de qualité et de sécurité pour les soins des patients. Merci Didier. Il y avait encore une question, de nouveau par rapport aux effets secondaires. C'est une question de Jennifer. En fait, elle demandait à quel moment ces effets secondaires peuvent apparaître dans le traitement et éventuellement combien de temps ils durent. Est-ce qu'on peut quantifier ça?
Didier, je vous demanderai de compléter parce que je vous rappelle que je suis une fondamentaliste. Moi, je fais des recherches en laboratoire assez fondamentales. J'ai quelques petites notions, mais je demanderai la caution de Didier après. Donc, je pense que ces effets secondaires peuvent commencer à peu près à n'importe quel moment du traitement, pas toujours tout de suite, parfois de manière un peu décalée. Alors, l'autre partie de votre question, c'est comment est-ce qu'on les prend en charge? Essentiellement en administrant des médicaments anti-inflammatoires, des corticoïdes assez puissants, souvent aussi en interrompant le traitement d'immunothérapie de manière temporaire ou permanente, ce qui n'est pas toujours un drame pour des raisons que j'expliquais plus tôt, qui sont que parfois, une fois que la réponse anti-immunitaire a été lancée, on peut arrêter le traitement et malgré tout conserver les effets positifs, donc antitumoraux, de l'immunothérapie. Mais voilà pour ce que j'en sais. Didier, Mais je pense que c'était une bonne réponse. Je dirais que même quand on compare aux effets secondaires de la chimiothérapie, il faut bien être conscient qu'il y a des effets secondaires extrêmement rapides d'apparition. Et ça, on le constate moins avec l'immunothérapie parce que, comme vous l'avez bien expliqué, Sophie, la mise en route de l'efficacité de l'immunothérapie, ça prend un certain temps avant de constater une efficacité contre le cancer et aussi un certain temps avant de constater d'éventuels dérapages de l'immunité, stimulation exagérée de l'immunité avec atteinte des tissus normaux. Et la prise en charge de ces effets secondaires, puisqu'il peut y avoir un effet plus durable de l'immunothérapie, effet de stimulation de l'immunité, donc quand on constate des effets secondaires, le traitement va parfois aussi devoir être prolongé un petit peu plus longtemps qu'avec la prise en charge des effets secondaires aigus de la chimiothérapie. Merci beaucoup, Didier. Alors, j'ai une question qui est peut-être première question, qui vient de Nathalie, qui se demande comment on peut prédire la réponse à l'immunothérapie. Est-ce qu'il y a des outils génétiques? Comment est-ce que ça se passe? Ça, c'est une question passionnante, et c'est une question qui suscite, qui est le sujet d'intérêt d'un très, très grand nombre de chercheurs. C'est quels sont en fait les marqueurs qu'on pourrait identifier chez des patients individuels qui permettraient de prédire éventuellement s'ils vont ou non répondre à l'immunothérapie ou d'ailleurs à n'importe quelle autre forme de thérapie, et plus particulièrement à une immunothérapie bien précise. On aimerait tellement pouvoir choisir les patients à l'avance en fonction de leur chance de réponse maximum à un type de traitement ou à un autre. Alors, on peut, malheureusement, en ce qui concerne les immunothérapies, on n'a pas encore d'excellents marqueurs de prédiction. Souvent, parfois, à la biopsie, on peut observer dans les tumeurs de ces patients dans ces petits morceaux de tumeurs qui ont été prélevés chez ces patients, que ces tumeurs sont très fortement infiltrées déjà par des cellules immunitaires. Ça, c'est généralement un signe de réponse probable à l'immunothérapie. On peut aussi chercher à déterminer la séquence d'ADN du génome des cellules tumorales chez ces patients. Et quand on constate qu'il y a beaucoup de mutations, on a l'impression, et ça s'avère généralement vrai, qu'il doit y avoir beaucoup d'antigènes exprimés face de ces cellules tumorales. Je ne vous ai pas expliqué les détails de ces antigènes qui sont reconnus à la surface des cellules tumorales, mais plus on a de mutations dans une tumeur, plus on a d'antigènes, et donc probablement plus on a de chances d'avoir une réponse immunitaire contre ces tumeurs et donc de réactiver cette réponse. Donc, les voies de recherche sont multiples pour essayer d'identifier ces patients. On a quelques indications, ce n'est jamais des critères absolus pour autant que je sache. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de marqueurs absolus qui nous permettent de dire par un oui ou par un non, clairement, ce patient va répondre et celui-là ne va pas répondre, malheureusement. Mais on commence à avoir des idées et on commence à avoir des idées de plus en plus précises. Et vous avez constaté à quel point cette piste enthousiasmait la chercheuse qui se cache derrière Sophie Lucas. C'est moi ce que j'appelle une des autoroutes de la recherche actuelle. C'est une question fondamentale qui mobilise l'enthousiasme et l'énergie de très nombreux chercheurs
Et donc, je suis persuadé que si on organise une visite de labo réelle ou virtuelle dans 5 à 10 ans, je ne sais pas la technologie qu'on utilisera à ce moment-là, mais je suis sûr qu'on aura fait un pas de géant dans la découverte de ces facteurs prédictifs et que donc, on n'aura sans doute pas encore toutes les réponses à toutes les questions, mais on pourra anticiper beaucoup plus précisément qu'on ne le fait aujourd'hui pour beaucoup plus de patients, ce qui va fonctionner chez eux et pas chez le voisin, et probablement même dans quel ordre ça va fonctionner chez eux. Merci. Donc, on a encore beaucoup de questions qui ont été posées, évidemment, par rapport à l'actualité, Covid-19 et immunité. Donc, une des questions a été posée par Mireille, Claire et Marie-Paul. Quel est l'impact du Covid sur l'immunité des patients atteints de cancer? Ben, je vais reformuler la question, si vous le permettez, parce que on n'a pas de connaissances particulières ni de réponses sur l'impact du Covid sur l'immunité et en particulier sur l'immunité des patients. Je pense que la préoccupation, elle est exactement inverse. Dans quelle mesure est-ce qu'un patient qui a un cancer qu'un autre de développer des complications aiguës suite à l'infection au Covid-19? Vous savez que ces complications semblent, au moins en partie, causées par une réponse inadéquate et peut-être excessive de certaines parties de l'immunité, parce qu'on n'a probablement pas insisté suffisamment sur le caractère extrêmement complexe d'une réponse immunitaire qui met en œuvre des tas de catégories de cellules différentes et qui peut prendre toute une série de formes différentes. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les patients? Eh bien, il y a une étude, bon, on apprend au jour le jour parce que le Covid, c'est une situation tout à fait nouvelle à laquelle on est confronté. Et pas plus tard que ce matin, j'ai encore lu les résultats d'une étude qui cherchait justement à répondre à la question: est-ce qu'il y a plus de complications sévères du Covid-19 chez les patients cancéreux en cours de traitement que chez les autres? On l'a cru dans un premier temps, on est plus nuancé à l'heure actuelle. Vous savez qu'au Covid-19, c'est l'âge, c'est toute une série de pathologies chroniques, notamment l'hypertension artérielle, notamment le diabète, et il y en a d'autres. Et toutes ces pathologies chroniques autres que le cancer, liées à l'âge, sont plus fréquentes chez de nombreux patients atteints d'un cancer parce que le cancer est aussi une maladie liée à l'âge. Les cancers sont beaucoup plus fréquents plus on avance en âge, même s'il peut y avoir des cancers à tous les âges de la vie. Et donc, on est en train de revoir un petit peu notre analyse des choses, et en disant que, sauf peut-être dans les cancers du poumon, où là, il y a une atteinte du tissu pulmonaire et éventuellement les cancers de la plèvre, les mésothéliomes qui atteignent les tissus qui entourent les poumons, eh bien, pour les autres types de cancers, on se demande si les effets secondaires graves du Covid ne sont pas simplement liés à l'âge ou simplement liés aux autres facteurs prédisposants comme le diabète ou l'hypertension. Donc, l'immunothérapie serait-elle une piste pour le traitement futur du Covid? Voilà une question intéressante qui est posée par Catherine. Je peux là encore une fois reformuler la question? Oui, bien sûr. À mon avis, c'est la piste. Mais je laisse Sophie et Lucas y répondre, elles connaissent ça mieux. Merci, vous avez dû sentir à quel point elle m'enthousiasmait cette question-là, hein, parce que je suis effectivement une immunologiste, moi, à la base. Et donc, je pense que Didier a parfaitement raison. C'est sans doute l'immunothérapie au sens large, c'est-à-dire la capacité de manipuler à des fins thérapeutiques ou prophylactiques le système immunitaire. C'est effectivement la piste pour le traitement futur du Covid. Et à nouveau, les pistes peut-être, parce qu'il y a plusieurs approches possibles. Le Covid, c'est une maladie infectieuse due à une infection par un virus. Et comment est-ce qu'on combat le plus efficacement les maladies infectieuses dans nos sociétés aujourd'hui? Eh bien, c'est grâce à la vaccination. Ce sont des approches
tout à fait prophylactique, évidemment, mais vous savez que quand on vaccine des enfants très tôt contre des maladies infectieuses qu'ils pourraient développer plus tard dans leur vie, on les protège à très, très, très long terme. Et donc, les vaccins, ce n'est jamais qu'une manière très immunogénique d'administrer un antigène. Donc ce sont tous des mots que j'ai déjà utilisés jusqu'ici, un antigène à des personnes afin d'augmenter les réponses de leur système immunitaire contre cet antigène particulier. Et donc, le vaccin contre le Covid, c'est sans doute la meilleure manière de protéger à terme les personnes contre une infection par le virus du SARS-CoV-2. Une autre forme d'immunothérapie qu'on utilise surtout là chez les patients cancéreux, c'est l'utilisation de ces effecteurs de l'immunité, donc ces anticorps monoclonaux qu'on peut administrer aux patients. Et ces anticorps monoclonaux, ils ont une spécificité bien précise. Donc, ils sont capables de lutter contre, d'aller se fixer à des antigènes particuliers. Eh bien, certaines compagnies pharmaceutiques et certaines biotech et de nombreux laboratoires au monde cherchent aussi à développer des anticorps monoclonaux qui seraient capables d'aller neutraliser le virus SARS-CoV-2. C'est une autre approche d'immunothérapie qu'on dit plutôt passive, qui ne va pas protéger des larges populations, mais qui pourrait protéger des personnes particulièrement exposées. Donc, effectivement, l'immunothérapie est très certainement... Les immunothérapies sont les pistes d'avenir pour le traitement du Covid ou la prévention des infections par le virus SARS-CoV-2. Et est-ce que je peux rajouter une chose, Sophie? Il y a une autre piste de prévention grâce à l'immunothérapie et qui permettrait d'éradiquer un cancer. Et c'est sans précédent dans l'histoire de la médecine. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé, de vaccination contre les papillomavirus qui sont le principal facteur de risque, notamment du cancer du col de l'utérus chez la femme, mais pas seulement. Il y a toute une série d'autres cancers qui sont favorisés par les papillomavirus et la vaccination préventive devrait nous permettre d'éradiquer ces cancers. Absolument. Et c'est là où ces deux sujets qui ont l'air de ne pas être très liés l'un à l'autre, à savoir les infections menant au Covid-19 et l'immunothérapie du cancer, ou des cancers plutôt, se rejoignent complètement, puisque effectivement la vaccination contre des virus, dans le cas que vous avez cité bien particulièrement, donc la vaccination contre le virus HPV protège d'une maladie infectieuse, mais qui à terme peut provoquer un cancer. Et c'est effectivement un magnifique exemple d'une technologie où les objectifs se rassemblent. On essaye de vacciner de protéger contre une maladie infectieuse et en même temps, on protège contre le cancer du col de l'utérus. C'est très spécifique, évidemment, à ce virus HPV. Ça n'a plus rien à voir avec le Covid, là, mais... tout à fait. Merci Sophie. À suivre donc. Alors, question suivante, groupe de questions suivantes, elle concerne l'alimentation et l'immunité. En fait, il y a plusieurs personnes qui ont demandé s'il y avait un régime alimentaire qui pouvait permettre de renforcer l'immunité. Voilà, notamment Viviane, Robert, Frédéric ont posé cette question-là. Je ne sais pas lequel d'entre vous voudrait répondre. Je vais peut-être très rapidement passer la parole à Didier parce que moi, en tant qu'immunologiste, je ne connais pas de régime alimentaire particulier qui puisse booster l'immunité. Je pense que ce qui est essentiel, c'est de manger équilibré, 5 fruits et légumes par jour, bien manger, mais je ne connais pas de régime alimentaire qui permette de véritablement booster l'immunité. Didier, je ne sais pas si vous avez... Écoutez, Sophie, si une chercheuse immunologiste comme vous nous dit très honnêtement « je ne connais pas de régime qui peut booster l'immunité », ça veut tout simplement dire qu'il n'y en a pas à l'heure actuelle. Et donc, méfiez-vous de tout ce que vous pouvez lire sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Ça n'a aucun fondement scientifique sérieux. Mangez varié, manger équilibré et c'est la meilleure manière de préserver dans toute la mesure du possible votre santé, y compris votre immunité. Merci Didier. Alors dans le même groupe de questions, Frédéric, Marc, Michael demandent est-ce que les compléments alimentaires peuvent permettre de renforcer l'immunité? Je ferai la même réponse, non.
Je ferai peut-être une exception pour la supplémentation à la vitamine D qui, dans nos populations, chez des personnes particulières, mais il faut d'abord vérifier qu'il y a un déficit en vitamine D, peut, semble-t-il, avoir un effet favorable global sur la santé en donnant le conseil de choisir des supplémentations à faible dose de vitamine D, donc des doses qui sont proches de celles qu'une alimentation idéale pourrait nous apporter. Méfiez-vous des complexes multivitamines, multi-sels minéraux, multi-trucs, multi-machins dont on voit régulièrement des publicités à la télévision ou ailleurs. Dans certains cas bien particuliers, et je pense notamment aux suppléments en antioxydants chez les fumeurs, eh bien, des études scientifiques ont montré qu'au lieu de les protéger, ça augmentait leur risque de cancer du poumon. Donc, à manier avec prudence. Effectivement, merci. Alors, il nous reste encore des questions concernant la recherche de manière plus globale, concernant le financement de la recherche. En fait, que représente le coût du financement d'un laboratoire de recherche? C'est une question que pose Marc et que je vais poser à Sophie. Mais pour avoir une idée globale, en fait, la répartition d'un budget d'un laboratoire de recherche, comment ça se passe? C'est une question très importante, évidemment, hein, parce que l'argent est le nerf de la guerre et on ne peut pas faire de recherche sans avoir de financement. Et donc, la question est parfaitement légitime. C'est aussi une question à laquelle il est très, très difficile de répondre. Parce que ça va dépendre du type de recherche qu'on fait dans le laboratoire, de la taille du groupe de recherche, du niveau où on se trouve. Plus on s'approche de l'application, plus on s'approche des essais cliniques, évidemment, plus ça va coûter cher. Mais ce que je peux vous donner comme ordre de grandeur, c'est imaginons par scientifique, d'accord? Un scientifique dans un laboratoire de recherche biomédicale qui travaille en faisant des expériences au bench, des tests sur des échantillons humains ou sur des cellules en culture in vitro ou sur des animaux, généralement a besoin de frais de fonctionnement pour acheter les réactifs, pour acheter les équipements, pour analyser les résultats, d'environ 20 à 30 000 euros par an, par chercheur. À ça, évidemment, il faut ajouter le coût du salaire du chercheur lui-même, parce que ces chercheurs, ce sont de jeunes personnes, très certainement, mais ils ont besoin de vivre comme tout le monde, et ils font ce travail de manière... ils ont besoin de ce travail pour vivre, et donc il faut ajouter le salaire du chercheur à ces 20 à 30 000 euros. Ça nous donne un ordre de grandeur. Vous savez évidemment que le salaire du chercheur va dépendre aussi de son niveau de progression dans la profession. Les jeunes chercheurs, tout fraîchement diplômés, coûtent un peu moins cher que les chercheurs plus âgés. Mais donc, on tourne en moyenne aux alentours de environ 100 000 euros par chercheur et par an. Donc, les petits groupes à 4 à 5 chercheurs coûtent moins cher que les gros groupes à 10 chercheurs. Mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Voilà. Je vais peut-être répondre au nom de la Fondation, puisqu'on sait qu'il y a pas mal de donateurs de la Fondation, et c'est l'occasion de les en remercier une fois encore, qui suivent ce webinaire. Donc, vous savez que nos conseils scientifiques indépendants financent soit des projets en recherche fondamentale, donc pour comprendre mieux les mécanismes, soit en recherche clinique pour être plus performants dans la prise en charge des malades. Alors, en recherche fondamentale, le financement d'un projet de recherche pour 4 ans, ça peut aller jusqu'à 600 000 euros. En recherche clinique, ça peut aller jusqu'à 400 000 euros. Ça a l'air d'être des montants astronomiques, mais Sophie Lucas nous a permis de les mettre en perspective. Et ça veut dire qu'aucune équipe de recherche sérieuse, universitaire, bien constituée en Belgique, ne peut fonctionner avec une seule source de financement. Il y a la Fondation contre le cancer, il y a Télévie, il y a le Fonds national de la recherche scientifique, et il est absolument essentiel de continuer à coordonner ces différentes sources de financement, parce qu'il est absolument indispensable qu'une recherche de haut niveau que nous avons la chance d'avoir en Belgique continue dans les universités. C'est d'une part une recherche indépendante, et c'est important, et c'est d'autre part une recherche qui contribue directement à la qualité des scientifiques et des soignants et à la qualité de la prise en charge des malades.
Absolument, et je me permets de rebondir sur ce que Didier vient de vous expliquer, où vous vous rendez compte aussi que pas mal de nos financements viennent des services publics, le FNRS, etc. Et puis certains nous viennent des dons du public, comme le Télévis et la Fondation contre le cancer, et c'est la multiplicité de ces sources de financement qui nous donne une énorme indépendance aussi. Parce que chacun de ces financements, on va l'obtenir exclusivement après avoir remis une proposition de projet qui sera examinée, scrutée par des experts qui détermineront si ce projet proposé auprès des différentes sources de financement a l'air de tenir la route, est prometteur ou pas, et parfois risqué, parce que parfois on nous attribue des fonds sur base du fait que la recherche qu'on propose est risquée, mais prometteuse. Alors, enfin bref, tout ça est analysé à de multiples niveaux, et c'est la multiplicité de ces sources de financement potentielles qui nous permet d'avoir une grande variété et dans les différents types de recherches que nous allons faire, les projets successifs les uns à la suite des autres. Certains vont être des échecs parce que malheureusement, on n'a jamais la garantie qu'un projet qu'on a proposé va en fait aboutir. Et c'est la grande difficulté du travail de recherche, qu'il soit fondamental ou clinique, c'est qu'on ne peut pas prédire à l'avance le résultat de nos recherches. Si on pouvait le prédire, on ne ferait pas ces recherches. C'est aussi simple que ça. Mais merci Sophie. Je vois qu'il est déjà presque 20 heures, donc il sera temps pour nous de clôturer ce webinaire. On a encore énormément de questions, mais malheureusement, on ne pourra pas y répondre en live maintenant. Mais rassurez-vous, on vous répondra soit dans le chat, soit par mail, si vous posez encore des questions par mail. Et comme je le disais au début, n'hésitez vraiment pas à consulter, à téléphoner à Cancer Info si vous avez des questions plus personnelles. Alors, voilà, il est temps de clôturer ce webinaire. Merci Sophie Lucas, merci Didier van der Station. C'était vraiment extrêmement intéressant. Je pense que vous avez apporté un très bel éclairage sur le sujet. Et voilà, j'en profite de nouveau aussi pour remercier tous les gens qui ont participé, tous les donateurs. Maintenant, ils comprennent peut-être un petit peu mieux voilà, ce qu'on fait avec les fonds qu'ils allouent à la Fondation contre le cancer. Et je voulais encore juste vous faire un petit clin d'œil et vous rappeler l'action que nous menons pour l'instant. Nous avons une campagne, vous avez vu dans les laboratoires et le professeur Lucas et différentes de ses assistants porter le masque de la Fondation contre le cancer. Voilà, on vous propose, si vous souhaitez, de vous en procurer. Ça permet d'en offrir à des patients atteints de cancer et c'est une chouette action. Vous trouverez toutes les informations sur notre site. Et si je peux rajouter encore une chose, Sophie, ça n'est pas un exemple du grand complot. Par le plus grand des hasards, ça tombe en pleine deuxième vague du coronavirus, mais les masques restent évidemment une mesure de précaution absolument fondamentale et je crains fort que ce ne soit encore le cas pour longtemps. Absolument. Donc, prenons soin les uns des autres. Merci beaucoup à tous et bonne fin de soirée. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.